Bonjour à tous et merci à tous ceux qui ont participé à l'enquête. Et là, nous sommes avec Laurent pour vous donner les réponses à la deuxième partie de l'enquête. Bonjour Laurent. Bonjour Samy et bonjour à tous. Alors, on va commencer avec la première diapo qui présente un fond d'œil gauche avec une rétine un petit peu pâle, même très pâle, on va dire, avec une zone fovéolaire très rouge en contraste. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Alors là, c'est un cas assez typique d'occlusion de l'artère centrale de la rétine, où on voit la fovea qui est très rouge, ce fameux cherry red spot, et on voit le reste de la rétine qui est vraiment blanchâtre, ischémique. On voit la taille des artères qui est vraiment minime, presque complètement vide de sang. Euh, donc là, c'est vraiment le classique de l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Okay. Et en fait, la zone fovéolaire reste rouge parce qu'elle est vascularisée par la choroïde. Dans une occlusion de l'artère centrale de la rétine, seule la portion interne de la rétine est atteinte. C'est pour ça cet effet blanchâtre, ischémique, cotonneux de la rétine interne. Et là, en fait, on voit le contraste entre les deux couleurs. C'est pour ça qu'on voit cette zone bien rouge au centre. Exactement. On va passer sur la deuxième question. On a ici donc un fumeur de 83 ans donc, qui se présente avec cette photo-là. Donc là, on a toujours un fond d'œil gauche. On a de multiples petites lésions maculaires disséminées tout autour partout dans la macula. Donc des petites lésions avec des bords qui sont flous, qui paraissent presque un petit peu surélevés. Ici, qu'est-ce qu'on a exactement? Alors, ces petits points blancs qu'on a en zone maculaire sont des drusènes cotonneux ou des drusènes mous qui sont, quand on en a ce nombre-là, cette quantité-là, ce qui sont caractéristiques du grade 3 de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Euh, c'est un stade assez critique parce que c'est le moment où on va pouvoir commencer le traitement médicamenteux avec les compléments alimentaires type ARETS. Bien sûr, un patient comme celui-là, on va le référer à l'ophtalmo, mais avant, on peut aussi lui donner des conseils. On peut lui donner une grille d'Amsler pour qu'on prévoit les mêmes métamorphopsies. On va bien sûr lui donner le conseil d'arrêter de fumer, de manger vert et de se protéger des UV. Est-ce que Exactement. tu as autre chose à dire? Oh non, c'est assez classique ça aussi comme type de photo. Là, on va Alors, passer par contre sur autre chose. ouais, le cas d'après est assez difficile parce qu'il prête à confusion. Et je pense qu'avec juste cette photo-là, c'est difficile de poser un diagnostic certain. On sait juste que ce patient présente. Alors, idem, donc là, on est sur un œil gauche et on a une lésion centrale maculaire où on voit en transparence les vaisseaux choroïdiens avec des drusènes tout autour. Quels pourraient être les principaux diagnostics différentiels ici, Laurent? Alors là, au niveau des diagnostics différentiels, le premier qui vient dans ma liste, c'est quand même le dégénérescence maculaire avec une atrophie géographique. Et ou autre type de dégénérescence maculaire, mais qui n'en sont pas dans le texte, d'autres lésions maculaires qui vont amener à une atrophie de la rétine. Là, dans ce cas présent, on est sur une dystrophie aréolaire. Okay. Les petites différences qu'on va avoir entre une dégénérescence maculaire et la dystrophie aréolaire, c'est que la dystrophie aréolaire va arriver beaucoup plus tôt euh, à l'âge du patient. Donc, en général, c'est des lésions qui vont arriver à apparaître à partir de la quarantaine. Et c'est des lésions qui vont progresser assez rapidement avec des pertes de vision qui sont assez importantes jusqu'à ce stade très avancé où on a une atrophie complète là, de l'épithélium oui, l'épithélium pigmentaire. Non, pardon, l'épithélium rétinien, excusez-moi, et, euh, et puis une atrophie complète de la rétine et avec des pertes de vision qui sont dans ces cas-là catastrophiques. Ok, donc difficile d'avoir la bonne réponse uniquement sur la photo. C'est ça. Ok. Sur le cas suivant,
Donc ici, on a une angiographie du fond d'œil de l'œil droit. On est dans les stades avancés de l'angiographie, là où le- il y a déjà quelques minutes. Ça, c'est n'est pas la première photo. Donc ici, on a comme réponse soit un jeune avocat de 30 ans, une femme de 60 ans en vacances, un enfant de 4 ans myope de -1 ou un enfant de 4 ans hypermétrope de -1. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, alors, là, on est sur vraiment un cas typique de choriorétinopathie centrale séreuse avec le signe typique du smokestack. Euh, alors, une CSR, c'est en fait une fuite du liquide choroïdien qui vient de la choroïde et qui traverse la membrane de Brooks et l'épithélium pigmentaire et qui vient à l'intérieur de la rétine. C'est pour ça qu'on a cette coloration à l'angio en phase tardive. C'est quelque chose de typique chez le jeune stressé, le jeune homme stressé aux alentours de la quarantaine. Donc là, c'est pour ça que l'exemple du jeune avocat de 30 ans marche bien, fonctionne bien. Le pronostic, quel serait le pronostic visuel de ce patient? Alors ça, c'est des choses qui vont se résoudre d'elles-mêmes. Le pronostic, dans le pire des cas, on va perdre une demi, voire une ligne d'acuité, mais c'est en général des patients qui récupèrent leur plein potentiel visuel et au bout de 1 à 3 mois à peu près, on est revenu sur une vision qui est tout à fait normale. D'accord. Ok. Donc Bon. ça, c'est typiquement le patient qu'on va avoir une petite difficulté à réfracter, à augmenter l'acuité jusqu'à 20-20 ou 10-10. Voilà, juste cette petite, un petit quelques lettres de différence, petite gêne au niveau de la vision en général. Ok, donc ça, c'est un patient qui vient et qui se plaint de chute d'acuité visuelle. C'est ça, en général, petite baisse d'acuité et parfois même quasiment le patient complètement asymptomatique et vient juste pour un examen de routine et on se retrouve avec ça. C'est quelque chose que je rencontre de temps en temps, mais c'est quand même pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Euh, Toi, tu vois ça quoi? Ça dépend de la population que tu vois, mais quoi, une fois par mois, une fois. Ouais, je dirais d'aller entre 3 et 5 par an à peu près. D'accord. Ça dépend de la population, c'est clair. Alors, je pense qu'on peut passer au diapo d'après. Alors, la diapo d'après, c'est une patiente de 68 ans. Elle a une gêne à l'œil gauche et elle se plaint de douleur à la tempe et de gêne à la mastication. Alors, cas typique. Cas typique, on a une photo de nerf optique avec un œdème, un nerf optique œdémateux, avec des bords non définis. Euh, Qu'est-ce La que qu'est-ce que petite tu en penses? élévation Quel est aussi ton au premier niveau diagnostic? petite élévation qu'on peut voir au niveau des vaisseaux sanguins sur le bord du nerf optique. Mhm. Ça, il y a trois petites choses qui sont importantes à tout de suite qui sont importantes dans l'énoncé. C'est la douleur à la mastication et la douleur à la tempe. Donc là, on a donc un œdème du nerf optique unilatéral avec ces deux symptômes-là. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment la neuropathie optique ischémique artéritique. Et donc, on va avoir ici souvent une baisse de vision assez importante. C'est aussi ce qu'on appelle l'artérite temporale? Exactement. D'accord. Exactement. Donc, le patient va se présenter avec tous ces petits symptômes de douleur, de gêne au niveau du front, au niveau de la tempe, une baisse de vision du même côté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut référer vraiment très rapidement et pas forcément en ophtalmo, mais plutôt médecin de famille, voire en urgence. En termes d'artérite temporale, le pronostic vital est engagé parce qu'on a une inflammation des vaisseaux sanguins qui ici ont atteint donc, l'artère temporale et potentiellement les artères qui amènent au nerf optique et ou potentiellement les carotides, ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qui est assez important de référer vraiment très, très urgemment.
Ouais, je voulais juste ajouter plusieurs choses. En fait, là, on a une chute d'acuité visuelle. Il y a de fortes chances pour qu'on ne puisse pas récupérer de l'acuité visuelle sur cet œil. Donc là, la prise en charge, elle n'est pas pour sauver cet œil. La prise en charge, elle est pour sauver le patient et ou sauver la vision de l'autre œil. Tout à fait. Euh, En termes de diagnostic, le diagnostic final sera posé si on fait une biopsie, si vous commandez une biopsie de l'artère temporale. C'est comme ça qu'on pose le diagnostic final. Après, en termes de traitement, c'est sûrement un patient qui va être mis sous stéroïdes en intraveineuse haute dose, probablement, pour essayer de diminuer l'inflammation à l'intérieur des vaisseaux. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Non, je pense qu'on a été complet là-dessus. On va passer à la Alors, prochaine, ouais, ici. Donc là, on a un nerf optique de l'œil droit. Et les différents choix, on a un ratio cupping disc de 0,1, 2,9, 2,3 ou un œdème papillaire. d'accord. Alors, là, je vais avoir besoin de ton aide. Il va falloir que tu montres sur le schéma, sur Oui, l'optique nerf. Alors là, on a une atrophie péripapillaire tout autour sur la partie temporale du nerf ici. Donc, est-ce que tu peux bien me faire le contour du nerf optique? Qu'on voit bien où il est. Voilà, très bien. ici, le nerf optique, on a vraiment le contour. Voilà. Est-ce que tu peux me faire le contour du tissu nerveux? Alors, là, donc au niveau des fibres nerveuses du nerf optique, Voilà, l'anneau de fibre nerveuse, voilà, exactement. Et ici, on a l'encoche, on va tomber sur l'encoche ici, petite encoche temporale. Voilà, très bien. Donc en fait, là, on a un anneau de tissu nerveux très, 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 très fin. On peut voir dans la partie jaunâtre euh, des variations de couleurs, et ces variations de couleurs sont en fait la lame criblée. Donc là, on a quasiment plus de tissu nerveux, non? exactement. Là, il nous reste vraiment un tout petit peu de tissu nerveux en partie supérieure et en partie nasale. On voit qu'en inférieur et en temporal, on a vraiment quasi plus rien. Là, ça doit jouer à l'épaisseur d'un papier de cigarette. Là, donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très fin. Donc là, on est vraiment sur un ratio de coupling qui est de 0,9. Et donc là, on est Ouais, vraiment sur un glaucome très avancé. Et on d'accord. voit clairement aussi le trajet des vaisseaux sanguins qui sont très profonds et qui remontent quasiment à la verticale ici pour ressortir du nerf optique. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On voit bien que les vaisseaux plongent, en fait. Ils Exact- plongent dans le disque. Il n'y a plus de coussin de nerfs, en fait. Exactement. Donc Bon, là, alors là, on est sur un CDR ratio de 0,9. exactement. Alors, le patient d'après, justement, c'est bien de mettre ces deux photos en comparaison. Donc là, on est sur un cas de myope de -6, de 18 ans, avec une pression dans les normes, 12 mm de mercure, avec une cornée un petit peu épaisse, de l'ordre de 600 microns, sachant que la moyenne est de l'ordre de 540-550. Donc un nerf optique droit, avec un CD assez important. Par contre, avec je, je, un, un, anneau de nerf assez rosé et qui me paraît assez en bonne santé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Exactement. Ça, c'est un nerf qui est sain. On a la règle du isn't qui est respectée. On a une belle C'est couleur. quoi la règle du Eisen? Tu peux la rappeler La peut-être? règle du isn't, donc c'est la règle qui veut que l'anneau de fibre nerveuse doit être plus important, donc en inférieur, donc isn't, ISNT, donc on a inférieur, supérieur, nasal et temporal. D'accord. Donc on a un bel supérieur, inférieur, le nasal et le temporal ici qui est toujours un petit peu plus fin. Là, effectivement, on a un patient tout à fait normal, rien à signaler ici. D'accord. Donc là, on considère que le nerf optique est physiologiquement normal. Parfait. Exactement. Alors, on peut passer, je pense, à la question d'après. Exactement. Donc là, un homme de 74 ans
qui se présente pour changer ses lunettes. Une baisse de vision depuis ce matin dans l'œil droit. On a des acuités de 4 dixièmes et 10 dixièmes. Pupille symétrique avec un défaut afférent à droite et minimal. On a des champs visuels qui révèlent un défaut dans la partie inférieure de l'œil droit. Et ce défaut respecte le méridien horizontal. L'œil gauche sans particularité. Alors, donc là, il y a plusieurs choses qui nous... il y a plusieurs choses. Il y a une chute d'acuité visuelle. Il y a un défaut de pupille afférent. Donc, défaut de pupille afférent, fréquemment, c'est un problème sur le nerf optique. Et là, ce qui nous met sur la voie du diagnostic, c'est le défaut de champ visuel altitudinal. Exact. Alors ici, on est dans le cas d'une neuropathie optique ischémique non artéritique. Donc on l'oppose à celle qu'on a vue il y a quelques instants maintenant. Là, il n'y a pas la plainte de douleur à la tempe, de douleur à la mastication. Là, on est sur une chute d'acuité visuelle et de défaut de champ visuel. Et la grosse différence, c'est que dans un cas comme celui-ci, ce n'est pas quelque chose qui engage le pronostic vital. Donc, ça fait une énorme différence au niveau de la prise en charge. On a une baisse d'acuité qui est moyenne, alors que quand on a une neuropathie optique ischémique artéritique, on a tendance à avoir une perte d'acuité qui est plus importante. Ici, on a un petit espoir de récupérer quand même un petit peu d'acuité à un moment donné, mais ça reste quand même limité. Il ne faut pas oublier qu'un patient qui se présente comme ça, même si on sait qu'il y a plus de chances que ce soit non artéritique, il faut toujours exclure l'artéritique avant de la catégoriser en non artéritique. Surtout que là, il a 74 ans, donc il rentre complètement dans la tranche d'âge de l'artérite temporale. Exactement. Alors, on peut peut-être passer à la diapo d'après si tu n'as rien d'autre à ajouter. Alors, un patient fumeur depuis 40 ans, très important, se présente à vous. Le patient présente une anisocorie supérieure à 3 mm qui augmente à l'obscurité. Alors, anisocorie de 3 mm qui augmente à l'obscurité, aucune hétérochromie est notée, le patient devrait initialement. Alors, donc là, sur un cas comme celui-là, anisocorie qui augmente à l'obscurité, ça veut dire que la pupille la plus petite n'arrive pas à se dilater. Donc là, on est sur un défaut du sympathique, du système autonome sympathique. Qu'est-ce que tu en penses en termes de diagnostic et de prise en charge? Alors, donc on a un myosis, pas d'hétérochromie, on a quelque chose qui est certainement récent. Donc là, on est en présence d'une forme du syndrome de Horner. OK. Dans ce cas-là, le test à avoir, donc référer en ophtalmologie, revenir régulièrement vous voir, anisocorie physiologique, a priori non, examen des carotides, obtenir un ECG ou une radio de poumon. Là, mon choix se porte sur la radio des poumons. On sait qu'on a sur certaines tumeurs pancostales, c'est-à-dire que c'est une tumeur des lobes supérieurs des poumons, qui peuvent donner ces défauts-là. On rappelle qu'on a une partie de l'innervation des pupilles qui va descendre par la moelle épinière et qui va faire une boucle au niveau justement du haut des poumons en sortant par les vertèbres T1 et T2 et remonter le long du plexus carotidien pour aller jusqu'à l'œil. Voilà. Ouais. Et entre T1 et T2 et le plexus carotidien, elle passe au-dessus des poumons. Donc c'est là où justement, il faut que ça sonne à notre esprit. Fumeur avec un syndrome de Horner nouveau, je pense que ça serait bon, comme tu dis, de faire une radio des poumons et de vérifier tout ça. Et l'hétérochromie nous indique que c'est acquis et pas congénital. Un Horner congénital, on va avoir une hétérochromie qui est assez importante. Ouais. Donc pour la question d'après, justement, elle a relié à celle-ci. Donc là, on est sur une femme de 40 ans qui arrive aux urgences. Elle a une douleur à la nuque. Et elle présente aussi les signes de Horner avec un ptosis, un myosis et une anhydrose de la partie gauche de la face.
Euh, Quelle est la conduite à tenir face à ça? Là, on est sur un hors-neur douloureux. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, le horner douloureux, on va tout de suite, douloureux au niveau de la nuque, on va tout de suite penser aux carotides. Donc, on a potentiellement une dissection des carotides et ou un anévrisme. La dissection des carotides est vraiment très douloureuse et ce qui est marqué. Là, ce qu'il faut indiquer à l'urgentiste, c'est de faire le plus rapidement un Doppler des carotides pour vérifier ça et éliminer ça aussi qui est une urgence vitale. D'accord, j'ai pas entendu la fin, mais donc, ok. Est-ce qu'on passe sur la diapo suivante? Ok, on est parti sur la diapo suivante. Alors, ici, patient myope qui se présente pour un examen. On dilate le patient, ou même là, on a juste une photo du pôle postérieur. La flèche noire indique. Alors, on a dégénérescence en palissade, décollement de rétine, drusène ou dégénérescence maculaire. Donc, on voit Alors là, on est sur un cas quand même qu'il faut reconnaître. C'est important. On n'est pas sur une dégénérescence en palissade, on est sur un décollement de rétine. Décollement de rétine avec en fait des plis dans la rétine. En fait, il faut regarder un peu les vaisseaux sanguins et on voit qu'ils sont un petit peu le trajet des vaisseaux sanguins est un petit peu biscornu à certains endroits. Donc décollement de rétine avec une macula qui m'a l'air sur la photo, qui m'a l'air encore à poser. Donc ça, c'est une urgence. C'est une urgence parce que il faut faire quelque chose pour que cette macula reste à poser. Donc là, c'est très important. À l'opposé du décollement de rétine où la macula est déjà off, où là, de toute façon, le pronostic visuel de cet œil est déjà réglé. Là, c'est, je pense, une urgence. Qu'est-ce que tu en penses? exactement. Que la macula soit déculée depuis 10 minutes ou 2 jours, ultimement, enfin, à la fin, le pronostic vital, enfin le pronostic visuel, pardon, sera le même. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais macula on, il faut effectivement que ce patient soit opéré le plus rapidement possible pour maintenir le potentiel visuel. Ok. Alors là, on passe à la diapo d'après. On va être un petit peu plus succinct. Là, on n'est pas sur un décollement de rétine. On voit un blanchiment de la rétine avec des vaisseaux sanguins qui ne sont pas du tout déviés, qui sont tout à fait normaux. Comment est-ce qu'on appelle ça? Alors ça, c'est donc un blanc sans pression ou un white without pressure. Là, on n'a aucune lésion, il n'y a pas de trou, pas de déchirure, la rétine est intacte. On a juste eu un changement de coloration. Ici, rien à voir. C'est quelque chose qu'on suit régulièrement tous les ans ou qu'on réfère en Et ophtalmo pour visite de contrôle, mais pas plus. on voit ça dans le myope, assez fréquemment dans le myope et dans l'afro-américain, c'est dans le patient afro-américain assez fréquemment. Exactement. Les rétines assez pigmentées en général, on va voir ça fréquemment, ces petits changements de couleur. Mais Je pense qu'on peut passer à la diapo d'après. Diapo d'après, alors on est pareil sur une photo de fond d'œil, donc de l'œil gauche, avec une partie de la rétine qui est blanchâtre. Euh, et le patient vient avec une gêne visuelle. Alors on voit que la partie blanchâtre de la rétine va jusqu'à l'aire maculaire. Qu'est-ce que tu mettrais là comme diagnostic ici? là, un peu comme sur la photo tout à l'heure, on voit la rétine qui est blanche, qui est ischémique. Donc là, on est sur une occlusion d'une branche de l'artère et pas sur l'artère centrale. Donc la branche D'accord. euh, un peu la même chose. Un patient qu'il faut référer, c'est l'équivalent d'un AVC, mais dans l'œil. Donc c'est un D'accord. patient qu'il faut référer au médecin urgentiste. D'accord. Et la gestion de ce patient comporte, alors qu'est-ce que tu dirais? La gestion de ce patient comporte donc observation seulement, Non. évidemment non. C'est un problème de thrombose. Donc tout ce qu'on va chercher sur ces choses-là, c'est des problèmes entre guillemets sanguins cardiaques. Donc D'accord. électrocardiogramme, échocardiogramme, numération sanguine, facteur de coagulation, les carotides aussi, facteur inflammatoire aussi, imagerie cérébrale. A priori, non. C'est pas A quelque priori, chose non. qui doit être fait ou pas tout de suite.
On reviendra peut-être dans une autre vidéo sur les différences entre tous ces différents tests. Ça pourrait être intéressant. Exactement. Donc là, avant d'envoyer ce patient pour une imagerie avec contraste, il est nécessaire d'obtenir Alors, la imagerie avec contraste. Donc là, c'est le contraste. Donc on injecte en fait un pigment, un coloré. dye dans le patient. Et donc là, il faut bien faire attention que ses reins fonctionnent bien. Exactement. Donc la première question, la première réponse, c'est niveau de créatinine et le DFG, qui sont en fait tous les deux des facteurs qui donnent une idée de la qualité du fonctionnement des reins. Tout à Moi, fait. j'aurais dit ça. C'est exactement ça. Alors maintenant, on passe à la diapo d'après. Enfin, la question d'après, une de vos patientes diabétiques se présente avec une plainte d'éblouissement dans son œil droit depuis 1 heure. Les pupilles sont égales à 5 mm dans l'obscurité et 5 et 2 à la lumière. Donc en fait, il y a un œil, qui ne va pas aller en myosis. C'est ce qu'on remarque, l'œil qui reste à 5. Le masquage ne révèle pas de déviation. Donc en fait, qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Donc là, on a une pupille fixe sans déviation. Donc, on a un œil droit, toujours droit, mais qui ne réagit pas à la lumière. C'est arrivé depuis à peu près 1 heure. Urgence vitale. Ici, le premier réflexe, c'est de penser soit un AVC, une compression, peu importe, il y a quelque chose de neurologique. Ça, ici, c'est une urgence vitale. Ouais. Là, on ne se pose pas la question. Donc là, une atteinte sur le trajet du parasympathique, certainement, mais en tout cas, là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est une urgence. Exactement. Donc là, si cette même patiente s'était présentée en plus avec un œil dévié abaissé en abduction, donc là, en fait, on cumulerait en fait, le parasympathique avec la paralysie du 3. Donc là, on peut imaginer que c'est juste une paralysie du 3 qui pourrait être due juste à un problème microvasculaire. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que ce n'est pas ça? Alors, la différence, c'est que quand on a une paralysie du 3 avec une pupille qui est affectée, ce qu'on soupçonne, c'est une compression. Donc, le plus commun, on va dire que c'est l'anévrisme de la carotide interne dans le sinus caverneux. À l'inverse, une paralysie du 3, donc un œil dévié, abaissé, et avec les pupilles qui fonctionnent correctement, là, ici, on pense tout de suite à problème de microcirculation, D'accord. diabète, tension, ces choses-là. Okay. Je te laisse présenter la diapo d'après. Donc, la diapo d'après, on a donc une touriste américaine qui vient nous voir avec cette magnifique photo de fond d'œil où on a pas mal de choses à voir, on a pas mal d'hémorragie un petit peu partout. On a cet petit effet saucisson un peu là ici au niveau des veines qu'on va appeler le venous beating. Le Et saucissonnage. Et ici, on a tout un tas de micro-vaisseaux qui sont en fait des néo-vaisseaux, donc qui sont typiques d'une rétinopathie diabétique proliférante. Ok. Donc alors, là, on sait ce qu'on a. En fait, là, on est en face, comme tu viens de dire, d'une rétinopathie diabétique proliférative. Donc là, ça veut dire que le taux d'hémoglobine glyquée forcément élevé. Alors, pour un diabète qui est contrôlé, on va imaginer un A1C de l'ordre de 6-7. Moi, supérieur à 20, j'avouerais que j'en ai jamais vu. Ouais, je pense que c'est une valeur extrême. Voilà. Donc là, dans les réponses entre 8 et 12%, ça me paraît être la bonne réponse parce que c'est un diabète qui n'est pas contrôlé. Exactement. On va considérer que la bonne réponse était 8 à 12%. Alors, chez cette patiente, un examen important est… Alors, vu qu'on a des néovaisseaux sur la photo supérieure, qu'est-ce que tu en penses? Donc, la réfraction chez le patient diabétique, peu importe, enfin, reste une réfraction normale. On sait que ça peut changer à cause du diabétique, mais ce n'est pas très important. La gonioscopie. Quand tu dis pas très important, pour la gestion du fond d'œil et pour la gestion de la rétine. Après, c'est sûr qu'il faut donner la correction parfaite au patient. Tout à fait. Comptage endothélial, pas vraiment intéressant à faire chez un diabétique, surtout en cas de proliférative. Le champ visuel non plus. Par contre, la gonioscopie, c'est-à-dire donc aller observer l'angle.
Quand on a des néovaisseaux au niveau de la rétine, on sait qu'on a potentiellement des néovaisseaux qui peuvent aussi apparaître partout dans l'œil et notamment au niveau de l'iris. Ce qui est surtout important, c'est au niveau de l'angle. Au niveau de l'angle, on rappelle, on a le trabéculum et donc toutes les structures qui vont Filtré, lumeur aqueuse. exactement. Et en cas de néovascularisation à l'angle, on a donc potentiellement un trabéculum qui sera bouché et potentiellement un risque de glaucome néovasculaire qui sont souvent dramatiques. D'accord. Ok. Donc, gonioscopie était la solution. Exactement. Alors, on passe à la suite. Ici, donc un patient de 15 ans qui se présente pour un examen de routine, myope de -1, examen sans particularité, sauf cette photo ici, et on a une présence de cette chose-là qui est bilatérale. On a une histoire médicale, on a un patient qui souffre d'acné et qui est traité par minocycline. Ok. Alors là, le quelque chose, bah, on est sur un œdème du nerf optique. On voit une élévation, on peut voir sur les vaisseaux sanguins la forme, l'élévation du nerf optique, clairement, avec des bords floutés. Alors, donc là, on est sur une pseudo-tumeur cérébrique. Donc, c'est une augmentation de la pression intracrânienne du liquide céphalorachidien. Donc Donc là, là, c'est la prise en charge. une fonction lombaire. Ouais. Alors, on va commencer par l'IRM d'abord, Oui, parce qu'en fait, il faut d'abord exclure les tumeurs et les masses en premier lieu. tout à fait. Après, fonction lombaire pour faire deux choses, pour mesurer la pression, justement, mais aussi pour vérifier qu'il n'y a pas une infection dans le liquide céphalorachidien. Et, et après, une fois qu'on a éliminé tout ça, on peut justement prendre contact avec le dermatologiste pour voir si, pour parler avec lui pour le changement du traitement pour ce patient. Qu'est-ce que Exactement. tu en penses? On part du plus grave au moins grave. Exactement. Alors, chez cette même patiente, le dermatologiste décide de modifier le traitement. Le neurologue lui commence un traitement avec. Alors, on cherche à faire diminuer la pression intracrânienne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, ici, la bonne réponse, c'est le Diamox. Ok, donc c'est un inhibiteur, comment on dit? De l'anhydrase carbonique? De l'anhydrase carbonique, exactement. Donc c'est en fait une forme de diurétique qui a un effet assez rapide. Certains d'entre vous le connaissent très certainement. C'est des choses qu'on utilise aussi en cas de glaucome aigu avec des pressions très importantes voilà, pour diminuer assez rapidement la pression. Voilà. Ok, bon, je pense qu'on peut passer à la suite, non? Oui. Chez un patient présentant quelques drusènes, vous recommandez. Alors, quelques drusènes, ça dépend du nombre, ça dépend de la taille, mais dit comme ça, alors, on va considérer qu'on est sur un grade 1 de dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou même sur seulement traces avant même le grade 1. Je pense que là, on peut partir sur une alimentation riche en légumes verts. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. On sait que les multivitamines type AREDS ont prouvé un effet qu'à partir d'un certain stade de dégénérescence maculaire, qui est à partir du grade 2-3, donc quelques drusènes, on ne va pas commencer à partir les patients sur des multivitamines à haute dose. D'accord. Bon. Et Pour finir, un patient de 28 ans se présente après avoir cassé ses lunettes pour un renouvellement. L'examen est normal, sauf pour les tensions de 26 mg de mercure dans les deux yeux. Alors, qu'est-ce que tu penses du nerf optique? Là, on a une photo d'un bon nerf optique on a avec un optique qui est très joli, très beau, très sain. On a un cupping minimal. Ici, on ne peut pas faire mieux en air optique. Les pressions de 26, c'est élevé, mais c'est pas si important que ça. On a un patient jeune aussi, qui est un patient de 28 ans. Donc là, un cas comme ça, moi, je le suis aussi, voire aux années. Alors, une question qui m'a été posée face à ce cas, c'est
le petit flou qu'il y a tout autour du nerf. Et c'est vrai que quand on m'a posé la question, j'ai regardé un peu différemment. Et alors, il n'y a pas d'œdème là. Le nerf n'est pas œdémaciaire. On regarde la marche des, euh, des vaisseaux et on voit bien qu'il n'y a pas une élévation. Il y a une élévation normale, euh, un trajet normal des vaisseaux parce que ça fait un anneau de nerfs, mais il n'y a pas d'œdème. Donc là, ce petit flou, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez fréquemment chez le sujet jeune, et avec des disques, avec des optiques nerves très sains. Ouais, parce que toutes les fibres nerveuses là, se rejoignent ici, donc il y a beaucoup de reflets là, des fibres nerveuses chez les jeunes. Mais on voit que globalement, quand même, le nerf optique est vraiment bien défini. Il n'y a il y a pas de vrai gros changements au niveau des vaisseaux. Super. Bon, ben voilà Laurent, donc on a fini pour cette partie. Tu vois quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a été plutôt complet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour d'autres informations. Et puis surtout, on vous remercie de nous avoir écoutés. Ouais, merci beaucoup. Et alors, bien sûr, on n'a pas fini et on n'a pas donné toutes les informations de tous les cas. Et on reviendra plus tard avec d'autres cas et on verra un peu plus en profondeur. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye, au revoir.